5 minutes. On commence pour être à l'heure. Allez, on y va. Donc l'idée, c'est de vous parler effectivement des registered reports. Je pense que certains en ont entendu parler, certains connaissent relativement bien, d'autres quasiment pas. C'est assez nouveau dans notre domaine, c'est pas si nouveau dans d'autres domaines, ça a maintenant une bonne dizaine d'années. Voilà, et donc de parler au passage de PCI Registered Reports, mais c'est surtout de parler des Registered Reports. Alors j'ai méchamment emprunté toutes les diapos à Chris Chambers, qui est monsieur Registered Reports, et voilà, il met ça en accès libre et j'en ai disposé avec son accord, évidemment. Alors, il y a un paradoxe, on ne voit pas en haut. Donc, d'après vous, en recherche, voilà, quand vous faites de la recherche, quel est le truc qu'on ne devrait absolument pas toucher, qui devrait être hors de notre contrôle? S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas toucher quand on fait une étude scientifique. Comment ça? Est-ce qu'on ne peut pas prévoir? C'est le résultat. Mais ouais. On ne peut pas prévoir. Mais justement, est-ce que tu as... Et ce qui doit pas bouger, c'est la façon d'obtenir le résultat, quel qu'il soit. Oui, mais au final, qu'est-ce qu'on obtient finalement et qu'on ne devrait jamais toucher, jamais modifier? Les données, les résultats, effectivement. Et en fait, ah mince, sympa. Non, non. Et quelle est, à votre avis, les choses la plus importante pour notre carrière, pour notre avancement, pour notre recrutement, pour qu'on doit obtenir? Hein? Oui, mais indirectement, qu'est-ce que... Les résultats, bravo, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, il y a quelque chose qui nous fait dire que finalement, en science, si on veut faire de la bonne science, il ne faut jamais toucher aux résultats. Et il y a quelque chose dans lequel on doit être absolument sûr pour progresser dans notre carrière, être reconnu tout ça, c'est d'avoir des résultats absolument exceptionnels. Et ça, c'est un paradoxe et ça entraîne une pression assez forte pour faire de la recherche, pas forcément de bonne qualité. Alors là, j'ai remis quelque chose que vous connaissez tous, hein, c'est en gros le schéma pour faire une étude scientifique. En fait, vous posez des hypothèses, vous faites un plan d'expérimental, vous échantillonnez vos données, vous les analysez, vous les interprétez, vous les publiez, vous générez d'autres données. Il y a comme ça un cercle donc de mise en place d'études scientifiques. Et dans tous ces points-là, il n'y a pas moyen ici d'enlever le truc là-haut? C'est tout le bordel. Si tu veux. 3 petits points, tu peux le minimiser. Non, mais c'est bon, je Il est mis, il y a moyen. Avec ta souris, tu fais un glisser-déplacer de la barre du haut, voilà, tu la déplaces en bas. Bravo, on dirait ici en bas. Donc, c'est mieux de voir le titre. Donc, partant de là, ici, voilà. Il y a plein d'endroits où il peut y avoir des problèmes en science. C'est le fait que quand on génère des hypothèses, généralement on fait des études, mais comme on veut des résultats brillants, novateurs, généralement il y a extrêmement peu de réplicas d'études qui ont donné des résultats intéressants. Ensuite ici, dans la mise en place du design expérimental, généralement, dans bien des cas, il y a une puissance statistique qui n'est pas suffisante. Et puis après, il y a ici ce qu'on appelle la sloppy science, qui fait que par exemple, entre la collecte des data et celles qui vont être sélectionnées pour l'analyse et la publication, on va sélectionner celles qui donnent des bons résultats. De la même manière ici, il peut y avoir entre les résultats et les analyses une sélection des analyses statistiques qui vont donner des p-values inférieurs à 0,005. Et également, une autre chose qui est connue, c'est ce qu'on appelle le arcing, qui fait qu'on a posé une hypothèse, on a trouvé des résultats et on va changer l'hypothèse de base en faisant croire que les résultats, finalement, valident une hypothèse qu'on a posée a posteriori et non pas a priori ce que l'on doit faire. Et puis, dans pas mal de cas, il y a également le fait que les données ne sont pas à disposition. Et donc, c'est Chris Chambers qui a écrit ça. Imaginons donc un futur dans lequel la qualité de la recherche serait uniquement basée sur la validité scientifique des questions et des méthodes qu'on utilise et non pas jamais sur les résultats produits par la science que l'on mène. Également le fait que toute la recherche qui serait de qualité suffisante donc serait publiée, rentrerait donc dans les bases de données et organisée par topic et discipline, et le fait que toutes les recherches donc financées avec des fonds publics donc seraient publiées gratuitement, sans droit donc pour les auteurs, sans frais pour les auteurs, et donc gratuitement accessibles pour les lecteurs, avec également une open peer review.
Et c'est partant de là, donc, ce futur-là, que c'était Academic Pipeline. Chris Chambers, lui, et ses collaborateurs l'ont mis en place maintenant il y a une dizaine d'années avec ces Registered Reports. Ils ont commencé à le construire. Alors, le Registered Report, ça a été mis en place donc, en 2012, les premiers, puis ça a commencé à être implémenté en 2013 dans la revue Cortex. Donc, c'est une publication, un journal en psychologie expérimentale dans lequel Chris Chambers était impliqué. D'accord? Donc, c'est assez récent. Et donc, c'est basé sur 4 aspects centraux. La première, c'est que les chercheurs vont donc décider, poser des hypothèses, des procédures, des méthodologies, et toute cette méthodologie va être analysée, va être peer-reviewée avant la mise en place de l'expérience. C'est le point central des Registered Reports. Ensuite, donc, la peer review process take place donc, se fait avant que l'étude soit menée. Ensuite, une fois que ce stage de review a été garanti, il y a une principal exception, on va le voir dans le détail, et ensuite, l'étude peut se dérouler. Donc, c'est vraiment, si je fais en cours, c'est vous avez des hypothèses, une méthodologie, faites-la valider avant, par peer review, avant de commencer l'étude. Alors, comment ça se passe? Je vais mettre ici. Hop là. Donc, comment ça se passe? Donc, les auteurs vont soumettre, en fait, que ce soit une revue ou un PCI Registered Reports, on pourra le voir après, ce que l'on appelle un Stage 1 manuscrit. Donc, ce Stage 1 manuscrit, c'est l'introduction, la proposition de la méthode et des analyses et éventuellement un jeu de données pilote. Ce Stage 1, il va partir en review sur des reviewers qui vont regarder la validité de la question qui est posée et surtout la rigueur de la méthodologie donc, et les critères spécifiques pour l'analyser. Et partant de là, s'ils disent « OK, tout est bien », donc il y a un jeu de processus de review, comme dans un journal, avec éventuellement des allers-retours avec les auteurs. Et partant de là, si une fois que tout est positif, il va y avoir un In Principle Acceptance, un IPA, donc qui va être, vous le comprenez bien, indépendant des résultats qui vont être obtenus. Donc, on en revient à ce que j'avais dit au départ. Ce qui est important, c'est de ne pas toucher aux résultats. Et partant de là, c'est une principale acceptance, c'est de dire, si on a accepté ici et que vous déroulez votre expérience selon le plan que vous avez donné, dans ces cas-là, derrière, on acceptera ce qu'on va appeler stage 2, celui qui est ici. Une fois que j'aurai la main. Donc, c'est le stage 2, ce qui se passe. Donc, vous avez votre stage 1 qui est accepté, une principale exception. Acceptance, vous faites la recherche. À partir de là, une fois que vous avez vos données, vous allez compléter et soumettre un stage 2 qui va comporter le matériel et méthode, mais celui-là, vous l'avez déjà écrit, il est pratiquement inchangé. Vous allez avoir les résultats, c'est une nouvelle partie, puisque maintenant vous avez les résultats, et donc avec des analyses qui vont être des analyses en conformité avec ce que vous aviez donné, plus éventuellement des analyses exploratoires. Il y a une discussion, ça c'est une nouvelle partie évidemment de votre papier, et puis les données, le matériel et méthode doit être donc déposé dans une archive publique. Et donc là, il va y avoir à nouveau un peer review, cette fois du stage 2, où les reviewers vont cette fois s'attacher à regarder la cohérence entre ce que vous avez fait réellement et ce qui avait été déclaré dans le stage 1. Et si tout est bon, partant de là, vous pouvez avoir une publication de votre manuscrit. Donc ça, c'est vraiment la description de ce que sont les Registered Reports avec ces stage 1 et ces stage 2. Est-ce qu'il y a des questions? Combien de temps ça met, ce peer review du protocole, en fait, si ça prend beaucoup de temps, la personne a envie de faire sa panique? Alors ça, j'en reviendrai après, je vais en parler. On a essayé, on verrait dans PCI Registered Reports, de raccourcir cette période de temps. Mais effectivement, c'est un temps de review qui n'est pas négligeable. Il peut être de plusieurs semaines, éventuellement plusieurs mois, mais on essaie de le raccourcir au maximum. Et ça fait partie. Donc beaucoup de gens sont un peu vis-à-vis des Registered Reports en disant je vais passer par un stage 1, je vais passer par un stage 2, c'est long éventuellement. Mais je vais répondre aussi à ça. Manu. Ouais. D'autant plus, le stage 1, ça ressemble un peu à quand tu soumets un projet à un appel d'offres quand même. Oui, mais pas complètement. Tu fais reviewer, ça déjà fait. Ouais, sauf que la plupart des appels d'offres ne les regardent pas autant dans le détail. Là, ils sont spécifiquement axés là-dessus pour vraiment aller dans le détail de la méthode. Ils ne s'intéressent absolument pas, tu vois, au reste, à savoir si c'est en accord avec l'appel d'offres. Il y a également l'idée que énormément d'appels, enfin pas énormément, quelques appels d'offres maintenant, et les gens qui sont derrière les Registered Reports essaient de pousser dans ce sens-là,
à pousser les gens qui font des appels d'offres à passer par des register reports, c'est-à-dire demander aux auteurs de réponses aux appels d'offres de déposer des register reports pour les analyser en bonne et due forme. Alors, il y a Gaël, puis Ben. Un truc que je vois quand même, c'est que ce système s'impose quand même de conserver les mêmes peer reviewers que Stage 1 et Stage 2, sachant que c'est un laps de temps assez long qui va plus s'écouler. Parce que moi je vois en tant qu'éditeur, les reviewers, ce qu'ils demandent le plus souvent, c'est des réanalyses avec des nouvelles méthodes. Donc si tu changes de peer reviewer sur le Stage 2, tu auras forcément d'enjeux qui ne seront pas satisfaits de. Ouais. Alors, ça peut se passer. Nous, on le voit. Alors, je ne peux pas dire dans les journaux comment ça se passe. À PCI Register Report, je peux voir que pratiquement systématiquement, c'est les mêmes reviewers qui sont sur le Stage 2 par rapport au Stage 1. Ce qui est encore plus clair, c'est là, il y a vraiment 100%, c'est le même recommandeur. Ce qu'on appelle recommandeur chez nous, c'est les éditeurs associés qui sont en charge du papier, donc de Stage 2 par rapport au Stage 1. Donc, tu demandes un engagement au reviewer du Stage 1 de s'engager. On ne peut pas s'engager formellement, tu vois, si les gars ils sont plus disponibles, si, je sais pas, s'ils meurent, s'ils quittent le système. Donc on a et on aura forcément des exceptions, évidemment, Gaël, mais effectivement, c'est assez intuitif. Pour moi, c'est un peu de la même manière que des reviewers d'un papier en round 2, tu vois, généralement, c'est souvent les mêmes que le round 1. Quand tu ressollicites des reviewers, généralement, ils sont partants pour analyser le round d'après. Si je peux ajouter un truc, j'ai déjà fait une review de Stage 2, là, je n'avais pas fait le Stage 1. Et en fait, on ne te demande pas de dire si tu es d'accord avec les méthodes, on te demande de dire si c'est compliant avec ce qui était prévu. Et c'est vachement différent. Il y a un point qui est vachement important avec ça, c'est que les journaux, et puis s'il y a les register de report, ne peuvent pas jeter un papier, même s'il y a des défauts qui sont vus dans la méthodologie après coup. Il y a un engagement à rester sur le papier. Ils peuvent être notés, c'est quelque chose qui est indiqué et demandé aux auteurs d'indiquer dans leur papier, mais on ne peut pas rejeter un papier parce qu'après coup, on dit « Ah non, finalement, vous auriez dû aussi faire cette analyse-là ou cette analyse-là n'est pas bonne. » Ça veut dire que si les 2-3 membres, peer reviewers du stage 1 se sont vraiment plantés, Ouais. Ouais. Le papier passera quand même. Il passera quand même. Alors, généralement, c'est ce que disent les gens derrière le Register Report, c'est qu'ils auront des cas comme ça sur lesquels il y avait vraiment des problèmes. Il y a eu une discussion avec les auteurs et l'éditeur pour dire, bon, pour se mettre d'accord. Et la plupart des auteurs, dans ces cas-là, se disent, effectivement, tu vois, si tu arrives à vraiment leur montrer qu'il y a un problème, ils ne souhaitent pas publier avec. Et donc, dans ces cas-là, il y a un ajustement. Mais il y a l'idée vraiment que une principal acceptance soit quelque chose de fort et ne puisse pas être ensuite une source de rejet pour les auteurs. D'autres questions? Et dans quelle mesure, au-delà des protocoles et de la méthode, la pertinence de la question scientifique est posée Alors, très belle... elle est regardée en termes de pertinence de la question par rapport aux objectifs, c'est-à-dire de dire, mais elle n'est pas posée en termes de est-ce que c'est un modèle particulièrement emblématique, est-ce que c'est... Donc, ça se veut être très ouvert à n'importe quelle question à partir du moment où elle est bien posée. C'est pertinence en termes de bien posée. Non, je ne suis pas clair. Si, mais du coup, si c'est orthogonal à la littérature, s'il n'y a pas d'intérêt ou si on sait, enfin, tu vois, si Tu poses la question d'intérêt et pertinence. L'intérêt, c'est est-ce que c'est une question particulièrement saillante? Et ça, les register de reports ne veulent pas ça. C'est-à-dire, ils disent à partir du moment où la question est bien posée, même si ce n'est pas le truc le plus sexy du monde, c'est valable. Après, si elle est mal posée, si elle n'est pas pertinente, tu vois, si elle répond pas, si la question n'est pas mise bien dans le contexte dans lequel il doit être, dans ces cas-là, ça peut être une source de rejet. On en a déjà parlé, mais tu disais là, c'est d'être le plus ouvert possible aux thématiques. Et ça marche vraiment bien que tout ce qui est recherche hypothético-déductive, tout ce qui est description d'espèces, description de nouvelles molécules, etc. Oui. Dans ces cas-là, il y a relativement peu d'intérêt à faire un register report. Tu peux déposer, tu vois, un protocole en disant qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, et suivant ce que tu vas trouver, vers quoi tu vas te diriger. Mais c'est moins pertinent que pour tout ce qui est test d'hypothèse formellement. C'est là où c'est le plus intéressant. Parce que par rapport à l'hypothèse, les gens vont regarder si tu as une puissance statistique suffisante, si tu le testes correctement. D'autres questions sur les...
Et répondre par rapport à ce que tu disais, Nathalie, mais on va le voir comment on a pu réduire ça. Indépendamment de ça, l'intérêt beaucoup que voit sur le fait de déposer un stage 1 et de le valider, c'est le fait que ça t'assure ensuite de pouvoir publier ton stage 2, quels que soient les résultats. Et finalement, tu peux gagner du temps par rapport à quelque chose que tu vas soumettre a posteriori, alors, en ayant fait toute ta manip et en te faisant jeter éventuellement, en devant refaire des expériences derrière, et ça peut poser problème. Question. Pour un auteur, est-ce qu'il y a un délai limite entre le premier stage, le premier étape, pardon, et la deuxième? Non, pas à ma connaissance. Après, j'imagine que si tu mets 10 ans, il demandera d'actualiser un tout petit peu. L'idée pour un projet, quoi, ce serait de faire rédiger des tonnes de papier en étape 1, quoi. Et puis après, l'étudiant là-dessus, s'assure qu'il a un statut. Il y a mieux que ça, en fait. Il y a l'idée, on va le voir après, je le développe, c'est l'idée d'avoir des programmatiques RR. Les programmatiques RR, c'est que tu fais valider un stage 1 très large, sur lequel tu annonces plein d'expériences, et partant de là, rattaché à ce même stage 1, tu vas avoir plusieurs stage 2. Et ça serait très utile, par exemple, dans les comités de thèse, en début de thèse, que des étudiants, en fait, fassent un stage 1 pour leur premier comité de thèse, valident en fait tout le protocole expérimental, et ensuite fassent 2, 3, 4, des stage 2 rattachés à ce stage 1 qui a été validé. Moi, je serais ANR, je serais responsable de programme, je demanderais que tous ceux qui veulent déposer un projet, ils le fassent valider par un registre en réponse. Il n'y aurait plus inquiété de réfléchir qui m'a regardé. Ben, on peut aller plus loin. Vous verrez ce qu'on a fait dans PCIRR. Je ne sais pas si tu as regardé PCIRR. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle le snapshot. Je peux aller directement dessus. Je reviendrai sur les diapos un peu après. Le snapshot, en fait, c'est le fait, alors ça c'est important, c'est en gros, et c'est pour accélérer ce processus de stage 1. En gros, les auteurs, ils rédigent une page et ils disent, voilà, je vais vous envoyer un stage 1, un manuscrit de stage 1 dans 8 semaines. Et voici le descriptif, ça prend une demi-page à une page. PCI Registered Reports, qui est spécialisé donc dans l'analyse des Registered Reports, il prend ça, il le met à la disposition des éditeurs, des recommandeurs, pour leur dire, attention, il va y avoir un stage 1, est-ce que vous êtes intéressés? S'ils sont intéressés, ils prennent le papier et ils vont rechercher des reviewers, en leur disant, attention, dans 8 semaines, vous allez recevoir un stage 1 basé sur ce snapshot. Et donc, comme ça, les reviewers peuvent dire, OK, je veux bien, et on leur dit, attention, si vous acceptez, maintenant on est par exemple le 11 mars, ils vont dire le 8 avril, ça va être posté. Et est-ce que vous serez disponible du 8 avril au 13 avril? Réservez votre date. Les gens de Special Registered Reports mettent la pression sur les auteurs pour qu'ils tiennent leur délai. Et dans ces cas-là, quand ils soumettent leur papier, il y a directement l'éditeur et les reviewers qui découvrent l'intégralité du stage 1 et qui ont donc 5 jours, mais ils ont été prévenus avant pour référer le papier. Et ça, c'est ce qu'on appelle un schedule ou schedule review et qui permet d'accélérer le processus d'évaluation du stage 1. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, ça peut être une dizaine de jours, les auteurs vont recevoir donc une review de leur stage 1. Et j'en venais là sur la réponse au fait que dans un appel d'offres, on pourrait très bien dire aux gens, comme on fait, présélection sur que ces présélectionnés-là, on leur dise attention, mais maintenant vous avez 10 semaines pour rédiger votre projet. Et dans ces cas-là, prévenir les évaluateurs et les reviewers en leur disant vous n'aurez pas 15 jours pour le faire, mais vous aurez juste 5 jours parce qu'on vous a prévenu à l'avance et on pourra aller très vite dans le processus de review, avec des revues de qualité. D'autres questions? Allez-y. Si je reviens ici, c'est donc vraiment l'avantage, vous l'avez compris, des registered reports, ça permet d'éviter de publier des papiers si ça soutient l'hypothèse ou pas, puisqu'on n'est pas là-dessus, sur le fait qu'on a des résultats significatifs ou pas, puisque des résultats négatifs, il y a zéro problème, puisqu'on a une principale acceptance. Si les résultats sont nouveaux ou pas, là encore on l'a dit, puisque quels que soient les résultats, ça sera publié, et évidemment, si les résultats ont un impact, on l'a dit sur la question, on ne regarde pas s'il y a un impact pour la science au sens large, on regarde juste si la question est pertinente d'un point de vue scientifique.
Alors, pour vous faire une idée un peu de... Donc, je vous l'ai dit, ça a démarré dans Cortex il y a une dizaine d'années. Donc, vous voyez ici l'augmentation du nombre de journaux qui ont adopté. Donc, on en est à 350 journaux qui maintenant acceptent donc d'évaluer des register reports en stage 1 et en stage 2. Donc, ça a beaucoup pris dans les neurosciences, dans la psychologie expérimentale, mais vous voyez qu'il y en a un peu partout. Il y a en écologie, en évolution, il y a Ecology Evolution, je pense, qui permettent la soumission de register reports. Après, il y a des journaux généralistes. C'est le cas, par exemple, de Royal Society Open Science. Donc, vous voyez les différents champs disciplinaires. Et puis, à présent, on est pratiquement à 1 millier de register reports qui ont suivi le processus de stage 1 et stage 2. Et Nature, je ne sais plus en quelle année, donc maintenant, la revue Nature aussi s'y est mise en disant, OK, on est prêt à recevoir des register reports. J'imagine que les délais sont variables selon les revues, mais en réalité, vous avez une estimation de du temps moyen de... Pour arriver au stage 2, Ouais. en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas se faire ce genre de calcul. Et la raison, c'est que les auteurs, pour soumettre le stage 2, comme dans les PCI, d'une certaine manière, il n'y a pas de pression. Et on ne veut pas mettre de pression. On ne leur dit pas, vous avez un stage 1, maintenant, vous avez 6 semaines pour... Donc, c'est encore plus vrai déjà dans les PCI, quand les gens soumettent une version révisée, on les laisse assez libres. Alors, t'imagines pour faire les expériences, sachant que certaines expériences mettent 6 mois à être réalisées et d'autres peuvent être très courtes. Donc, ça, il n'y a pas trop de sens. La seule chose, c'est qu'avec les schedule review dans PCI-RR, ils arrivent à tenir des délais moyens de 15 jours, maximum 3 semaines, pour avoir le retour sur les stages. Tu peux même avoir des manips qui donc ça, en écologie, tout à fait. la dynamique, Ouais. plusieurs années. Donc, par contre, là, ça donne lieu à des variations énormes. Alors, il y avait... C'est-à-dire, plus la manip est longue et plus ça prend du sens de la faire évaluer avant. Oui, Oui. Les raisons de plus, et plus la manip est longue, et plus tu as un intérêt à avoir une principale acceptance au tout départ. Alors, donc, c'était un peu donc, au tout départ de la mise en place des RR, il y avait plusieurs limitations, et c'est là où PCI RR ont essayé de répondre à ça. On l'a vu, le stage 1 review time, on a vu qu'avec le snapshot, ils essaient de réduire le schedule de review, ils essaient de réduire fortement ça. Il y avait le fait qu'au tout départ, il n'y avait pas des register de reports programmatiques, c'est-à-dire qu'en gros, la règle, c'était un stage 1 débouche sur un stage 2. Ça, c'était le cas au tout départ. Le fait qu'également, beaucoup de gens ne connaissaient pas les register de reports, donc c'était assez compliqué à trouver des évaluateurs. Et puis, les politiques autour des register de reports également n'étaient pas très claires. Et puis, il y a le fait que les journaux étaient fortement derrière, donc les register de reports. Voilà, l'idée, c'était les donner aux mains des chercheurs. Et donc, ce qu'ont fait les gars derrière PCI Register Reports, c'est de mettre ces Register Reports donc, au-dessus et au-delà des journaux. Donc, vous connaissez PCI, je ne vous embête pas avec PCI, mais c'est venu vraiment en complément. Vous voyez les différentes PCI, on en a 16 maintenant, donc qui sont thématiques, celles-là. Et donc, Register Reports, c'est bien l'idée d'arriver avec cette fois quelque chose qui n'est pas disciplinaire. Les Register Reports peuvent s'appliquer absolument à tout. Et donc, c'est de séparer tout ce qui relève du register de reports et de le concentrer pour évaluation dans PCI Register de Reports. Et tout ce qui relève des préprints, on va dire classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par des registers de reports, là, on a les différents PCI thématiques qui peuvent les accueillir. Donc, c'est deux systèmes qui sont complémentaires. Des questions de PCI? Et au final, ton papier dans PCI Register Reports, il peut atterrir dans PCI Journal. Non, oui, il peut atterrir dans le Community Journal, oui. Dans la section Register Reports, mais on a développé des topics à l'heure actuelle pour que les articles soient associés également à des topics en évolution, en animal science. Donc, qu'est-ce qu'a fondé PCI Register Reports? C'est donc Chris Chambers, c'est lui qui, il y a 10 ans, a mis en place ces Register Reports. Et quand il a vu PCI, c'est là où il s'est dit ça serait intéressant d'avoir une PCI Register Reports. Donc, ils ont fondé ça. Il a fondé ça avec Corinna Logan ici et Benoît Pujol, certains doivent le connaître, donc en écologie. Et puis avec deux autres chercheurs en psychologie expérimentale, Jonathan Dietz et Émilie Sénat. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme évidemment à la PCI, c'est-à-dire qui est gratuite pour les auteurs, gratuite pour les lecteurs évidemment, donc dédiée au Register de Reports. Donc une fois que la soumission est recommandée par PCI Register de Reports, voilà, il va être posté sur des serveurs de préprint et disponible. Et puis à la fin, donc les gens peuvent choisir évidemment de publier dans Peer Community Journal, le Stage 2, où ils peuvent aller sur les PCI RR Friendly Journals.
Les PCI-RR Friendly Journals, ils en ont 31. Eux, ils sont démerdés, vraiment, ils ont mis une pression très forte pour que ces journaux-là acceptent, sans review complémentaire, des stage 1. Ils peuvent accepter des stage 1 ou des stage 2. Donc, ils ont plutôt intérêt à avoir accepté des stage 2. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont un stage 2, ils n'ont plus qu'à le publier et ils mettent le lien vers toute l'évaluation et la recommandation réalisée par PCI Registered Reports. Des questions par rapport au processus? Par rapport au PCI Friendly, si je suis un petit peu véridique, j'ai quand même tendance à regarder les registres de report qui ont des résultats sympas pour prendre des trucs sympas dessus. Il n'y a pas un risque de dérive, tu penses, de ce côté-là? Je n'ai pas saisi, reprends. Tu as des journaux qui sont registres de report friendly. Le point de vue de journaux à eux, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ils auraient plutôt tendance à sélectionner tous les trucs qui sont sympas. Eux, ils n'ont pas à sélectionner. Hein. Les PCI Registered Reports Friendly Journals, à partir du moment où tu as un stage 2 et tu soumets chez eux, ils s'engagent à l'accepter, sans condition. D'accord. Il faut qu'ils acceptent la solution stage 2. Ils acceptent la soumission. À partir du moment où il y a validation et la recommandation par PCI Registered Reports, ils s'engagent à publier l'article. À partir du moment, justement, où les auteurs le souhaitent. De la même manière qu'ils peuvent, pour différentes raisons, s'ils veulent capter le papier assez tôt, s'ils acceptent un stage 1, qui est une in-principle acceptance, ils vont accepter le stage 2 avec les résultats à partir du moment où ils ont suivi, ils ont respecté ce qu'ils avaient décrit au stage 1. Oui, il y a une politique particulière de report et de dire on soumet systématiquement tous les stage 1 au friendly journals ou au contraire on n'en soumet aucun. Dans quel cas, parce que les journaux ne vont pas aller les chercher eux-mêmes. Les journaux peuvent faire leur marché d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils voient les recommandations. Alors, les recommandations d'un stage 1, elles peuvent être publiques ou privées. Ça, c'est important. C'est-à-dire si vous faites un stage 1, vous pouvez considérer que vous n'avez pas envie que la Terre entière voit votre stage 1. Vous le gardez de manière privative et c'est qu'au moment de la publication du stage 2 qu'il y a recommandation publique du stage 1 et du stage 2 en même temps. Mais vous pouvez avoir donc une recommandation publique de votre stage 1. Le PCI-RR publie sans arrêt des recommandations de stage 1. Et si vous êtes dans les journaux, vous pouvez très bien effectivement aller taper à la porte d'un auteur en lui disant « Viens chez moi si tu as envie, et puis si tu fais un stage 2, je publierai dans mon thème. » Et là, on rejoint le biais que tu as soulevé, Gaël. Dans ces cas-là, tu pourrais avoir un biais, c'est-à-dire que les journaux font leur marché de ce qui les intéresse. Donc ça, c'est simplement, je décris simplement en détail, là, les auteurs décident. Donc c'est ça l'avantage des PCI, vous l'avez bien compris dans pas mal de cas, c'est dans tous les cas, c'est dans les PCI, vous gardez la main sur où vous pouvez publier votre article à la fin. Ça peut être dans Peer Community Journal, ça c'est vrai dans tous les cas, mais après c'est dans différents journaux, et pour les PCI-RR, il y a pas mal de journaux, alors qui sont surtout des journaux en psychologie expérimentale, en médecine, mais progressivement on essaie de les étendre donc au domaine de la biologie évolutive et de l'écologie. Ça, c'est vous donner un exemple, par exemple, cette fois d'un quelque chose qui a été programmatique. C'est-à-dire il y a eu 2 stage 2 RR à partir d'un stage 1 protocole, d'accord? Donc la étude 1 et étude 2. Et donc ça a été calculé, la review duration of stage 1, donc du stade 1. Donc le round 1, il a été prévu 8 semaines à l'avance et il a duré seulement 9 jours. Après, il y a eu un round 2, donc qui a duré 28 jours et 7 jours après. Et donc, le stage 1, il a été reviewé l'intégralité et validé en 6 semaines. Et partant de là, les gens ont commencé leurs 2 stage 2, les études. Donc, juste quelques diapos encore un petit peu. C'est l'idée qu'il y a progressivement derrière PCI-RR, c'est de donner la possibilité aux journaux, finalement, de se passer de l'évaluation de Registered Reports et de concentrer l'évaluation des Registered Reports. Si on prend par exemple le journal Cortex, entre 2021, avril 2021, c'est la mise en place de PCI-RR, et novembre 2022, ils avaient décidé d'avoir 2 tracks. Soit vous soumettiez un Cortex pour le stage 1 et le stage 2, et vous pouviez publier évidemment dans Cortex, soit ils vous disaient, soumettez à PCI-RR, ayez votre validation d'un stage 2, et nous, on vous garantit, puisqu'on est PCI-RR friendly, la publication dans Cortex de votre stage 2 qui a été évalué et recommandé par PCI-RR. Et donc, à partir de novembre 2022, ils ont abandonné la soumission directement dans Cortex et ils disent aux auteurs, si vous voulez publier un registered report chez nous,
vous passez par PCI-RR, vous obtenez la validation de votre stage 2, et dans ces cas-là, on vous garantit qu'à la fin, on pourra publier. Et pour les auteurs, c'est assez confortable parce que finalement, ils gardent la main jusqu'au bout. Et à la fin, s'ils ne sont pas contents, s'ils veulent aller autre part que chez Cortex, ils peuvent aller dans n'importe quel PCI Registered Reports, de Friendly Journals ou dans Peer Community Journals. C'est quoi comme type de journal, Cortex? Cortex, c'est un journal en psychologie expérimentale neuroscience. J'imagine bien, mais... Ouais. C'est pas dans les grandes mains des éditions. Alors ça, c'est une bonne idée. Je suis pas allé voir, mais je pense que c'est pas un vilain, c'est pas un méchant. Et on continue à demander, La politique de Registered Reports de PCI-RR est assez différente de celle des autres PCI. Eux, ils ont voulu se maquer énormément avec des journaux en les liant, en leur disant vous êtes PCI-RR friendly, vous allez accepter directement, pour attirer un maximum d'auteurs. Et ce qui se passe, et on le voit, c'est que beaucoup d'auteurs qui passent par PCI Registered Reports vont publier dans ces journaux plutôt que dans Peer Community Journal. Donc eux, ils font la stratégie de monter comme ça, monter, avec l'idée progressivement de leur dire, vous n'avez pas besoin d'aller publier dans ces journaux-là, allez publier dans Peer Community Journal ou dans des journaux diamants, et puis voilà, c'est juste des parasites. Dans les autres PCI, on a plutôt eu tendance à dire, voilà, allez dans Peer Community Journal, puisqu'il n'y a pas forcément de journaux diamants. Voilà, ça sera la dernière diapo. Enfin, avant-dernière diapo, où est-ce qu'on en est donc? Allez voir si vous avez intérêt sur le site de PCI-RR. Il y a énormément d'informations, guides pour les auteurs, des informations générales, évidemment, des facs. Et puis, voilà, eux, c'est vraiment la PCI qui a explosé depuis leur mise en place. Ils en sont à 400 soumissions. Et en 2024, c'est encore en train d'augmenter, avec donc de nombreuses recommandations de Stage 1 et de Stage 2. Donc dans à peu près tous les domaines. Si vous allez voir sur le site de PCI-RR, vous verrez les Stage 1. Quand un Stage 2 est recommandé, il est lié à son Stage 1. On a fait une espèce d'interopérabilité sur le site. Et donc, pour l'instant, il y a très peu de Registered Reports en écologie évolution. On peut en parler juste un peu après. Et l'idée un peu de ce genre d'exposé, Ben Pujol essaie de le faire, c'est de sensibiliser les gens dans notre domaine pour passer par des Registered Reports, parce que, enfin, moi, en tout cas, je suis convaincu de la qualité de ce que ça peut apporter en termes de rigueur scientifique. Après, Jeff pourra dire quelques mots sur ce que vous faites aussi côté agro et pour essayer de développer ça. Voilà, j'en reste là, et puis après, il y a d'autres diapos si vous voulez, mais on peut continuer la discussion partant de là.